Cette vidéo fait partie d'une nouvelle série de vidéos pédagogiques destinées à tester vos compétences à exploiter différents documents de biologie. Dans la précédente vidéo, vous vous êtes exercé à reconnaître les éléments ultrastructuraux de cellules à partir de l'observation d'électronographie, c'est-à-dire de photographies obtenues en utilisant un microscope électronique. Dans cette vidéo, ainsi que dans les suivantes, vous travaillerez sur ces deux dessins qui ont été réalisés à partir d'une électronographie de cellules. Et en observant ces dessins, vous devrez identifier quelques-uns des éléments de cette cellule, puis vous devrez aussi préciser l'organisation structurale et les rôles des éléments que je vous aurai demandé d'identifier. L'analyse de ces deux dessins est structurée en 5 questions successives qui sont numérotées de 6 à 10. Et quand vous verrez apparaître en haut à gauche de votre écran l'icône suivante, il s'agira d'un temps de questionnement et il vous faudra alors réfléchir à la question posée. Interrompez à ce moment-là la lecture de la vidéo pour essayer de répondre par vous-même à la question posée. Et pour chaque question, prenez le temps d'observer le document proposé, de réfléchir, d'écrire quelques lignes et parfois de faire un petit schéma. Il vous suffira ensuite de relancer la lecture de la vidéo pour découvrir la réponse attendue et vérifier ainsi vos propres réponses. Les moments de correction de cette vidéo seront à chaque fois accompagnés en bas à droite de votre écran par l'icône suivante, ce qui vous permet de repérer aussitôt qu'il s'agit d'une partie de correction et de cours. Mais jouez le jeu, ne visualisez la partie correction qu'après avoir suffisamment réfléchi à la question posée, ce qui rendra ce corrigé plus profitable. Votre travail démarre avec la question numéro 6, dans laquelle je vous demande de donner un titre à ce document. Faites une pause ici, dans la lecture de la vidéo, et prenez le temps d'observer ce document et de réfléchir à un titre le plus précis et le plus complet possible avant de relancer la vidéo pour découvrir la réponse à cette question numéro 6. Ces deux dessins sont des représentations schématiques d'une cellule. Le schéma de gauche représente la même cellule que celui de droite, mais la représentation de gauche fait mieux apparaître l'organisation tridimensionnelle de cette cellule et de ses organites. Comme les organites cellulaires apparaissent dans ces dessins, il s'agit donc ici de la représentation de l'ultrastructure d'une cellule, obtenue à partir d'observations d'une cellule en microscopie électronique et plus précisément en microscopie électronique à transmission. Comme cette cellule est pourvue d'un noyau qui est visible ici, il s'agit donc d'une cellule eucaryote. Cette cellule est plus haute que large et sa hauteur est d'une vingtaine de micromètres. Cette cellule n'est pas limitée par une paroi squelettique et elle ne contient pas de grandes vacuoles ni de plastes tels que des chloroplastes. Donc de par sa taille et de par l'absence de parois, de vacuoles et de plastes, on peut dire qu'il ne s'agit pas ici d'une cellule végétale, mais d'une cellule animale. Cette cellule présente deux faces bien différentes. Une face apicale libre qui est exposée à une lumière et à l'opposé, une face basale qui est au contact d'un support sur lequel nous reviendrons dans la question numéro 8 de cette vidéo. Dans cette cellule, la disposition des organites n'est pas homogène. Par exemple, ces vésicules de grande taille sont situées seulement dans la partie supérieure de la cellule et le noyau est plutôt situé dans la moitié inférieure de la cellule. Cette cellule présente donc une asymétrie, une polarité structurale. Il s'agit ici d'une cellule épithéliale. En effet, les cellules épithéliales sont polarisées avec une face apicale qui est en relation avec le milieu extérieur et une face basale qui est tournée vers le milieu intérieur, c'est-à-dire qui est tournée vers le compartiment sanguin. Le pôle apical des cellules épithéliales est recouvert d'un mucus, on l'appelle pour cela le pôle muqueux qui est donc du côté de la lumière. Par contre, la face basale, celle qui est tournée vers le milieu intérieur, sera appelée le pôle séreux. Nous pouvons également voir que la face apicale de cette cellule épithéliale est une zone de sécrétion de composés. Par exemple,
peut-être d'éléments constitutifs du mucus. C'est-à-dire que cette cellule épithéliale libère des composés dans la lumière. Cette cellule épithéliale est donc aussi une cellule sécrétrice. Et les composés qu'elle libère ne sont pas sécrétés du côté séreux vers le sang. Cette cellule n'est donc pas une cellule endocrine. Mais comme les composés qu'elle sécrète sont libérés du côté muqueux, dans une lumière qui correspond au milieu extérieur, on peut dire qu'il s'agit ici d'une cellule exocrine. On pouvait donc répondre à la question 6 en écrivant le titre complet suivant, représentation de l'ultrastructure d'une cellule eucaryote, puisqu'elle a un noyau, animal, épithéliale, sécrétrice et exocrine. Après avoir donné un titre général à ce schéma, nous allons nous intéresser dans toute cette vidéo à des éléments de surface de cette cellule épithéliale. Et avec la question numéro 7, je vous demande de déterminer la nature, l'organisation structurale et les fonctions de l'élément 1 visible sur ces dessins. Cette légende 1 correspond aux traits qui entourent la totalité de cette cellule. Observez les contours particuliers que forme cet élément 1 et notamment ces prolongements ici que vous identifierez et dont vous pourrez présenter en quelques mots la nature, la structure et la fonction. Donc avant de poursuivre la lecture de la vidéo, faites ici une pause et prenez le temps de bien écrire les réponses à cette question 7. Donc je vous rappelle quelle est la nature de cet élément 1 et quelle est également la nature de ces prolongements ici, ainsi que la structure et la fonction de ces prolongements. Puis présenter l'organisation structurale de cet élément 1. Vous pouvez par exemple présenter un schéma succinct de l'organisation de cet élément en faisant apparaître les principales molécules qui le composent. Et enfin, vous exposerez les rôles essentiels que joue cet élément 1. Voici la réponse à cette question numéro 7. La cloison de faible épaisseur qui enveloppe l'ensemble de la cellule est une membrane. Et comme elle sépare le cytoplasme du milieu extracellulaire, on l'appelle la membrane cytoplasmique ou plus simplement la membrane plasmique. L'élément 1 était donc la membrane plasmique ou membrane cytoplasmique qu'on appelle aussi le plasmalème. Cette membrane présente des spécialisations différentes selon qu'elle limite le côté basal ou le côté apical de la cellule épithéliale. Ainsi, la membrane plasmique du côté basal ici forme quelques invaginations qui sont visibles ici et on pouvait voir aussi quelques expansions au niveau de la membrane plasmique apicale. Ces expansions qui sont tournées vers la lumière et qui sont visibles ici sont appelées des microvillosités. Les microvillosités sont de fins prolongements cytoplasmiques de la surface apicale de certaines cellules épithéliales. Ces expansions cytoplasmiques ont une longueur d'environ 1 micromètre et elles sont limitées par la membrane plasmique. Les microvillosités ont une forme de cylindre maintenu rigide par des faisceaux internes de filaments d'actine. Voici d'ailleurs une observation en microscopie électronique à transmission de microvillosités présentes sur la face apicale des entérocytes absorbants. Ces entérocytes sont des cellules constitutives de l'épithélium de l'intestin grêle et on peut voir dans chacune de ces microvillosités un axe cytosquelettique qui est constitué par des microfilaments d'actine. Les microvillosités augmentent la surface d'échange. Ainsi, dans l'épithélium intestinal, les microvillosités augmentent la surface d'absorption des nutriments qui sont présents au départ dans la lumière de l'intestin et qui, après avoir traversé cet épithélium, après avoir traversé l'entérocyte absorbant, vont passer dans le milieu intérieur et notamment dans le compartiment sanguin. Revenons sur la membrane plasmique de la cellule représentée sur ces deux dessins. Nous pouvions voir aussi sur ces dessins qu'au niveau de la membrane apicale de cette cellule s'effectue un processus de sécrétion et plus précisément un processus qu'on appelle
l'exocytose et qui permet à cette cellule épithéliale sécrétrice de déverser des molécules qu'elle fabrique dans la lumière, c'est-à-dire du côté muqueux de l'épithélium. Et voici par exemple ici une cellule caliciforme de l'épithélium intestinal qui est observée ici en utilisant un microscope électronique à transmission. Cette cellule est une cellule exocrine et elle sécrète du côté apical, c'est-à-dire du côté de la lumière intestinale, les glycoprotéines qu'elle fabrique et qui sont constitutives du mucus qu'on va retrouver à la surface de l'épithélium intestinal. On pouvait voir aussi sur cette photographie, de part et d'autre de la cellule caliciforme, des entérocytes absorbants caractérisés par leurs nombreuses microvillosités apicales, visible ici pour cet entérocyte et visible ici pour cet autre entérocyte. Je vous demandais aussi dans cette question numéro 7 de présenter l'organisation structurale de l'élément 1, c'est-à-dire l'organisation de la membrane plasmique. Pour répondre à cette question, voici un schéma illustrant l'architecture de la membrane plasmique. Cette membrane sépare deux compartiments aqueux, c'est-à-dire deux compartiments riches en eau. D'une part, le milieu extracellulaire qui est situé ici dans la partie supérieure de ce dessin, et d'autre part, le cytoplasme qui est situé ici dans la partie inférieure de ce dessin. La membrane plasmique, comme toutes les membranes qui limitent les organites cellulaires, est constituée par une bicouche de phospholipides. Les phospholipides sont constitués d'une tête polaire et d'une queue apolaire, ce qui explique leur positionnement en double couche lipidique. Les têtes polaires des phospholipides sont représentées ici par ces petits cercles. Ces têtes sont hydrophiles et elles font donc face aux compartiments riches en eau, c'est-à-dire que les têtes des phospholipides sont situées du côté du milieu extracellulaire et du côté du cytoplasme. Par contre, les queues non polaires des phospholipides, qui sont représentées ici par ces deux pieds émergeant chacun d'une tête, ces queues non polaires sont hydrophobes et elles sont donc situées au cœur de la membrane. C'est cette propriété à la fois de molécules polaires et non polaires qui permet à ces phospholipides d'être agencés en double couche. Notons que la membrane plasmique des cellules animales contient aussi du cholestérol qui est représenté ici en jaune vif et comme les phospholipides, le cholestérol a aussi une tête polaire et une partie apolaire. Sa tête polaire est simplement constituée par la fonction alcool, la fonction OH du cholestérol. Et donc cette fonction est tournée vers le milieu extérieur, comme on le voit ici pour cette molécule de cholestérol, ou vers le cytoplasme pour cette autre molécule de cholestérol. Par contre, tout le reste de la molécule de cholestérol, c'est-à-dire son noyau tétracyclique ainsi que sa chaîne hydrocarbonée, le reste de cette molécule est au contraire situé en profondeur dans la bicouche lipidique. La membrane plasmique contient aussi des protéines membranaires et certaines de ces protéines membranaires sont des protéines intrinsèques qu'on appelle aussi des protéines transmembranaires. En effet, ces protéines sont ancrées dans la bicouche lipidique. Les protéines intrinsèques peuvent être des transporteurs, par exemple le transporteur du glucose. Ce peut être aussi des canaux ioniques ou bien encore des récepteurs membranaires. Et comme les membranes apicales et basales de la cellule épithéliale ne contiennent pas les mêmes types de protéines intrinsèques, et comme les protéines membranaires assurent les fonctions spécifiques des membranes, les membranes apicales et basales d'une cellule épithéliale sont donc fonctionnellement différentes. Et ainsi, à la polarité structurale de la cellule épithéliale va se superposer aussi une polarité fonctionnelle. Certaines des protéines de la membrane plasmique sont qualifiées de protéines extrinsèques.
Ce sont des protéines qui ne pénètrent pas dans la bicouche lipidique et elles peuvent être présentes sur les deux faces de la membrane plasmique. Par exemple, celle-ci est une protéine extrinsèque présente du côté extracellulaire de la membrane plasmique, alors que par exemple, celle-ci est une protéine également extrinsèque mais présente du côté cytoplasmique de la membrane. Les filaments du cytosquelette, qui sont représentés ici en couleur brunâtre, couleur jaune-orangé, sont présents du côté du cytoplasme et ces filaments du cytosquelette sont aussi connectés à certaines protéines membranaires. Et puis du côté extracellulaire, cette fois, sont présents aussi des glucides qui sont représentés ici en vert et qui font partie des chaînes glucidiques de glycoprotéines membranaires et de glycolipides membranaires. Voici par exemple ici une glycoprotéine membranaire et voici par exemple ici un glycolipide membranaire. Venons-en maintenant à la troisième partie de cette question 7 où je vous demandais de présenter les rôles de la membrane plasmique. On pouvait retenir 4 grands rôles de la membrane plasmique. Premier grand rôle de la membrane plasmique, la membrane plasmique limite la cellule, elle la protège, elle sépare le compartiment cytoplasmique du milieu extracellulaire. Deuxième grand rôle, la membrane plasmique sert aussi à l'adhérence, permettant par exemple l'adhésion des cellules entre elles, ou bien permettant aussi l'adhésion entre la cellule et son environnement matriciel. Et nous reviendrons sur ce rôle de la membrane plasmique dans la suite de cette vidéo. Un troisième grand rôle, la membrane plasmique permet également la réalisation de transferts de matière, c'est-à-dire d'échanges de diverses substances entre le milieu extracellulaire et le cytoplasme, ce qui met par exemple en jeu des protéines membranaires de transport, mais aussi des processus avec déformation de la membrane plasmique, tels que le processus d'exocytose que nous avons évoqué précédemment. Et enfin, un quatrième grand rôle, la membrane plasmique est aussi un instrument essentiel de la communication intercellulaire, aussi bien par contact que par messager diffusible. Ainsi, la membrane plasmique est impliquée dans la reconnaissance entre les cellules, par exemple entre les cellules immunitaires. Et la membrane plasmique est le support de la communication intercellulaire, mettant en jeu des signaux chimiques diffusibles tels que les neurotransmetteurs et les hormones hydrosolubles. La membrane plasmique est d'ailleurs impliquée à la fois dans la réception et dans la transduction d'informations. La transduction désigne le mécanisme par lequel une cellule répond au signal de départ qu'elle perçoit en déclenchant une cascade de signaux intracellulaires dont le point de départ est le récepteur membranaire activé par le signal de départ et dont l'aboutissement est la réponse de cette cellule cible au signal de départ. Ainsi, la membrane plasmique est pourvue de récepteurs, mais aussi de protéines transductrices. Retenons donc 4 mots-clés pour les rôles de la membrane: protection, adhérence, échange et communication. Poursuivons l'étude de ces deux dessins avec la question numéro 8. Dans cette question, je vous demande de présenter la nature, l'organisation structurale et les fonctions de l'élément 2 visible sur ces dessins. Notez que cet élément 2 est présent au niveau basal de la cellule épithéliale, mais par contre, il est absent du niveau apical de cette cellule. Et pour mieux visualiser cet élément 2 que je vous demande d'identifier, je vous propose de regarder un agrandissement de ce dessin ici, mais uniquement dans sa partie inférieure. Voici cet agrandissement. Ce trait noir représente, nous l'avons vu dans la question précédente, la membrane plasmique basale de la cellule épithéliale, la membrane qui limite le côté séreux de la cellule épithéliale. Quel est donc cet élément 2 ?
présent juste au-dessous de la membrane basale et qu'on ne trouve pas, nous l'avons dit, du côté apical. Prenez le temps de réfléchir et quand vous aurez identifié cet élément 2, essayez de retrouver les principales molécules qui le composent pour pouvoir présenter son organisation structurale, puis énumérer quelques-uns des rôles de cet élément 2. Je vais maintenant vous présenter les réponses à la question numéro 8. La légende 2 correspond non pas à une membrane, mais à un réseau matriciel qui est présent sous la membrane basale. Cet élément 2 est appelé la lame basale. La lame basale est une lame mince et souple qui est sous-jacente aux épithéliums et dont les constituants sont sécrétés par la cellule épithéliale. Attention, la lame basale n'est pas une membrane plasmique, mais elle soutient la membrane plasmique basale de la cellule épithéliale. Notez qu'une lame basale entoure aussi les fibres musculaires et les neurones sont également entourés de cellules gliales associées à une lame basale. Je vous demandais dans cette question numéro 8 de présenter l'organisation structurale de cet élément 2, c'est-à-dire l'organisation de la lame basale. La lame basale est une matrice extracellulaire spécialisée composée de protéines et de protéoglycanes. Un protéoglycane est la combinaison d'une protéine et de chaînes polysaccharidiques qu'on appelle les glycosaminoglycanes. En microscopie électronique, la lame basale se présente sous la forme d'une lame dense et continue qu'on appelle la lamina densa. Et cette lamina densa est séparée de la membrane plasmique basale des cellules épithéliales par un mince espace clair qu'on appelle la lamina lucida. La lamina densa est composée d'un réseau de collagène de type 4 dont la cohésion est renforcée par des interactions avec d'autres protéines que sont la laminine et le nidogène. Je reviendrai sur le nidogène et la laminide dans la suite de cette vidéo. Dans certains épithéliums stratifiés, comme par exemple celui de la peau, donc comme par exemple dans l'épiderme, la lamina densa peut adhérer au tissu conjonctif sous-jacent, donc par exemple au derme dans la peau, par un réseau d'un autre type de collagène qui est le collagène de type 7 et vous avez ici présenté aussi ces fibrilles d'ancrage de collagène de type 7. Sur ce schéma qui illustre l'organisation de la lame basale, on peut repérer que le réseau moléculaire constitutif de cette lame basale contient des protéines dont les deux principales sont d'une part le collagène de type 4, collagène de type 4 qui forme un réseau losangique, et deuxième protéine principale, la laminine, qui est une glycoprotéine hétérotrimérique de grande taille et qui a la forme d'une croix asymétrique. Le nidogène, qui apparaît ici sur ce schéma en jaune, est une autre glycoprotéine de la lame basale et elle permet le lien entre la laminine et le collagène de type 4. Et la lame basale contient aussi le perlécan qui est un protéoglycane sulfaté. Dans cette question 8, je vous demandais aussi de citer les rôles de l'élément 2, c'est-à-dire les rôles de la lame basale. Et on peut résumer ces rôles en 5 grands points. Les lames basales assurent un rôle mécanique, soutenant par exemple la face basale des épithéliums. Les lames basales peuvent aussi jouer le rôle de barrière ou de filtre. Ainsi, elles vont par exemple empêcher les fibroblastes du tissu conjonctif sous-jacent de pénétrer dans l'épithélium. Et c'est la lame basale de l'endothélium des capillaires glomérulaires, fusionnée elle-même à la lame basale des podocytes,
qui constitue le filtre rénal assurant la filtration glomérulaire. Les lames basales ont aussi un rôle dans la détermination et le maintien de la polarité des cellules. Les lames basales interviennent aussi dans le contrôle de plusieurs processus cellulaires tels que la prolifération, la différenciation, la survie, mais aussi la migration cellulaire lors du développement. Les lames basales sont aussi un support pour la reconstruction, par exemple après une lésion musculaire ou nerveuse. En effet, les lames basales peuvent servir de guide lors de la régénération des épithéliums, des cellules musculaires ou des fibres nerveuses. Et il a été clairement démontré que la lame basale joue un rôle essentiel dans la régénération de la plaque motrice, c'est-à-dire de la synapse neuromusculaire, après une lésion musculaire ou nerveuse. Passons maintenant à la question numéro 9. On va s'intéresser dans cette question à l'élément légendé en 3 sur ces dessins. Et comme dans les deux questions précédentes, je vous demande à nouveau d'identifier cet élément 3, puis de présenter son organisation structurale et enfin ses rôles. Et pour mieux visualiser cet élément 3 que je vous demande d'identifier, je vous propose de regarder un agrandissement de ce dessin dans sa partie supérieure cette fois. Voici cet agrandissement. Veuillez noter que cet élément 3 est une spécialisation de la membrane plasmique présente dans la partie latérale supérieure de cette cellule épithéliale. Ces éléments 3 forment en fait une bande continue tout autour de la partie haute de cette cellule. Et sur cet encart, vous pouvez observer de façon plus détaillée encore cet élément 3 et repérer que ce type d'élément est présent en fait sur deux cellules voisines. Prenez le temps de mettre par écrit vos éléments de réponse avant de visualiser la correction qui suit. Voici la correction de la question numéro 9. Au microscope, quand on sépare les deux membranes cellulaires de deux cellules épithéliales voisines, on observe une série de bourrelets longilignes interconnectés et les deux membranes des deux cellules épithéliales jointives comportent exactement le même réseau de bourrelets. Il s'agissait ici d'un complexe jonctionnel associant deux cellules et l'organisation de ce complexe permettait de l'identifier. Il s'agissait des jonctions serrées, mais ces jonctions serrées ont en fait aussi d'autres appellations. En effet, les jonctions serrées sont aussi dénommées les jonctions étanches ou imperméables ou occlusives. On parle aussi de zonula occludens, la zone fermée, et on peut utiliser aussi le terme anglais de tight junction. Les jonctions serrées sont des points de soudure membranaire mettant les deux membranes des deux cellules voisines en contact très étroit, assurant ainsi une certaine étanchéité, d'où leur nom de jonction étanche ou imperméable ou occlusive. Nous avions vu que la membrane plasmique était constituée par une bicouche lipidique. On peut parler de deux feuillets membranaires, un feuillet externe, côté extracellulaire, et un feuillet interne, côté cytoplasme. Les jonctions serrées sont des régions membranaires où fusionnent les feuillets externes des membranes plasmiques des deux cellules adjacentes au niveau de particules protéiques transmembranaires qui sont irrégulièrement alignées. Les cellules épithéliales sont liées latéralement par des jonctions serrées qui sont situées en position haute et ces jonctions forment une bande continue tout autour de la cellule, ce qui permet une séparation entre le milieu extérieur, côté lumière, et le milieu intérieur, côté sanguin. Ainsi, peut-on opposer en fait deux membranes plasmiques totalement différentes de la cellule épithéliale, la membrane apicale qui est située au-dessus de cette bande de jonction serrée, et la membrane basolatérale
qui est situé en dessous de cette bande de jonction serrée. Et cette membrane dite basolatérale inclut la membrane basale, celle qui est soutenue par la lame basale, et la plus grande partie de la membrane latérale. Ainsi, les jonctions serrées vont maintenir la spécificité fonctionnelle de la membrane apicale et de la membrane basolatérale, en empêchant les protéines intrinsèques de ces deux membranes différentes de diffuser de l'une vers l'autre. Ces jonctions serrées constituent aussi une barrière au passage dit paracellulaire ou intercellulaire, ce passage étant illustré ici par les flèches rouges. En effet, les jonctions serrées vont limiter considérablement le passage des solutés par cet espace paracellulaire ou intercellulaire. On parle alors de barrière paracellulaire. Et cette barrière va obliger le soluté à transiter non pas entre les cellules, mais au travers des membranes apicales et basolatérales de la cellule épithéliale. Ce transit se faisant grâce à des transporteurs membranaires sélectifs. Ainsi, ces jonctions serrées imposent au transfert d'éléments à travers l'épithélium de se réaliser non pas par la voie paracellulaire, mais par la voie transcellulaire. En fait, la jonction serrée n'est pas entièrement étanche et selon la nature du tissu, certains solutés peuvent ou non la franchir. Le complexe protéique impliqué dans les jonctions serrées, complexe représenté ici en vert, comprend diverses protéines dont la claudine, l'occludine et la protéine JAM qui permettent le rapprochement des deux membranes plasmiques voisines. Ce document présente l'organisation moléculaire de la jonction serrée et il fait apparaître les principales protéines constitutives de ce type de jonction. La jonction serrée met en jeu des interactions homophiles entre protéines membranaires, c'est-à-dire des interactions entre des protéines d'adhérence de même nature présentes sur les deux membranes plasmiques des deux cellules adjacentes. Ces interactions homophiles mettent en jeu trois principales molécules d'adhérence. Une de ces trois molécules d'adhérence est l'occludine, ce terme venant du latin occludere qui signifie enfermé. L'occludine est une protéine à 4 domaines transmembranaires et cette occludine se lie à l'occludine de la membrane adjacente par des interactions homophiles. Une seconde protéine d'adhérence homophile est la claudine, dont la dénomination vient du latin claudere qui signifie fermé. La claudine est aussi une protéine à 4 domaines transmembranaires et elle fait partie d'une famille d'une vingtaine de membres dont plusieurs membres peuvent être présents dans une même jonction serrée. Les nombreuses possibilités de combinaison des claudines pourraient expliquer les différences selon les tissus dans la perméabilité des jonctions serrées. Une troisième protéine d'adhérence impliquée aussi dans les interactions homophiles des jonctions serrées est la protéine JAM. Cette protéine JAM est une protéine ayant un seul domaine transmembranaire. Les protéines d'adhérence sont elles-mêmes liées à des protéines intracellulaires comme les protéines ZO1, ZO1, ZO pour zonula occludens, et ces protéines intracellulaires sont elles-mêmes fixées au cytosquelette d'actine. Récapitulons maintenant les trois grandes fonctions des jonctions serrées. Les jonctions serrées assurent d'une part un contact très étroit entre la membrane plasmique de deux cellules voisines, puisque nous l'avons vu, il y a une fusion partielle des membranes à leur niveau, ce qui permet ainsi de sceller entre elles deux cellules adjacentes. Les jonctions serrées permettent d'autre part de créer une barrière continue, imperméable ou semi-perméable à la diffusion d'éléments entre les cellules. Ces jonctions serrées, dites aussi jonctions occlusives, créent donc une barrière au passage paracellulaire d'éléments, permettant ainsi une certaine
étanchéité entre deux compartiments. Les jonctions serrées s'avèrent donc essentielles pour maintenir les différences de concentration en molécules hydrosolubles entre les deux milieux que sépare un épithélium. Ces jonctions serrées agissent également au sein de la bicouche lipidique en empêchant ou en restreignant la diffusion latérale de phospholipides et de protéines membranaires entre les domaines apicaux et basolatéraux de la membrane plasmique de chaque cellule épithéliale. Ces jonctions serrées permettent ainsi de maintenir la spécificité fonctionnelle des deux membranes de la cellule épithéliale en maintenant dans la membrane apicale et dans la membrane basolatérale les protéines membranaires, par exemple les protéines de transport, qui font la spécificité de ces deux membranes. Par exemple, la TPase NAK est située sur la membrane basolatérale des cellules épithéliales, mais on ne la retrouve pas sur leur membrane apicale. Les jonctions serrées maintiennent donc la polarité fonctionnelle des cellules épithéliales. Abordons maintenant la 10e et dernière question de cette vidéo. Je vous demande dans cette question d'identifier les éléments 4 de ce dessin et de présenter l'organisation structurale et le rôle de ces éléments 4. Comme tout à l'heure, je vous montre à nouveau le détail de la partie supérieure du schéma de départ et vous pouvez voir aussi dans cet encart en haut à droite un schéma plus détaillé encore de ces éléments 4 afin de faciliter leur identification. Interrompez la lecture de la vidéo et prenez le temps de répondre précisément à cette 10e question avant de redémarrer la lecture de la vidéo pour avoir la réponse à cette dernière question. Voici la réponse à la question numéro 10. Avec les éléments 4, il s'agissait d'identifier un autre type de jonction entre cellules. Ce type de jonction entre deux cellules a une organisation symétrique, constituée notamment côté cytoplasmique des deux cellules jointives d'un disque de quelques dixièmes de micromètre. Le disque d'une cellule, représenté ici en vert, fait face à un disque identique présent dans l'autre cellule adjacente. Ces deux disques apparaissent en coupe transversale comme deux plaques cytoplasmiques épaisses qu'on appelle les plaques denses. Et la plaque dense est fixée côté cytoplasmique à un réseau de filaments du cytosquelette. Les deux plaques denses sont associées entre elles par des glycoprotéines de liaison. Ces éléments 4 à structure symétrique est présent ici en différents points de la membrane latérale de cette cellule épithéliale sont appelés des desmosomes. Desmosome vient du grec desmos qui signifie lien. Ce sont des desmosomes ponctuels, on les appelle aussi macula adhérens. Ces desmosomes constituent des jonctions d'ancrage reliées côté cytoplasmique au filament intermédiaire du cytosquelette. Et ces desmosomes sont présents non seulement dans les cellules épithéliales, ils sont alors reliés au filament intermédiaire de cytokératine, mais les desmosomes sont également présents dans certains autres types cellulaires, comme par exemple dans les cellules myocardiques, où ils sont alors reliés à des filaments intermédiaires de desmine. Les desmosomes retiennent fermement les cellules entre elles, de façon à ce qu'elles forment un tissu résistant, renforcé par les filaments intermédiaires qui sont connectés aux desmosomes. Ainsi, les desmosomes maintiennent les cellules du myocarde fermement liées, alors que leur contraction lors de la systole aurait tendance à les séparer. Ces desmosomes permettent ainsi un couplage mécanique, par exemple, entre les cellules du myocarde. L'observation en microscopie électronique à transmission montre que l'organisation structurale des desmosomes qu'on appelle aussi macula adhérens, ressemble énormément à celle d'un autre type de jonction d'ancrage qu'on peut voir aussi ici sur cette électronographie. Cet autre type de jonction d'ancrage n'est pas un desmosome, mais est une jonction
adhérente continue qu'on appelle la zonula adhérence. Notons que les zonula adhérence sont localisées juste en dessous des jonctions serrées des cellules épithéliales. Ces zonula adhérence forment une ceinture d'adhérence qui encercle l'extrémité apicale d'une cellule épithéliale et qui la connecte ainsi à la cellule voisine. Mais alors que les desmosomes, nous l'avons vu, sont des sites de liaison de filaments intermédiaires constitués de cytokératine dans les cellules épithéliales, les zonula adhérens sont les sites de liaison de filaments d'actine. Les macula adhérens, c'est-à-dire les desmosomes ponctuels, et les zonula adhérens sont des jonctions d'ancrage qui permettent à des groupes de cellules d'agir comme des unités structurales solides en associant les éléments du cytosquelette d'une cellule aux éléments du cytosquelette d'une autre cellule. Et les desmosomes, comme les zonula adhérens, mettent en jeu des molécules transmembranaires d'adhérence de la famille des cadérines. Les cadérines sont des protéines membranaires sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Ce schéma illustre l'organisation structurale d'un desmosome. Les deux plaques denses du desmosome, lesquelles sont visibles ici et ici sur l'électronographie, sont constituées de protéines d'ancrage intracellulaire dont on peut citer deux types essentiels. Ce sont d'une part les placoglobines, qu'on appelle aussi des gamma-caténines, et ce sont d'autre part les desmoplaquines qui sont fixées non seulement aux placoglobines de la plaque dense, mais qui sont aussi fixées aux filaments intermédiaires du cytosquelette. Les filaments intermédiaires formant une charpente structurale pour le cytoplasme et ils assurent sa résistance élastique aux forces de traction. Les deux plaques denses qui se font face sont réunies par des protéines transmembranaires d'adhésion qui appartiennent à la famille des cadérines. Les cadérines sont des protéines membranaires impliquées dans des interactions homophiles nécessitant la présence d'ions calcium. Ainsi, les cadérines des deux cellules jointives interagissent entre elles par leur domaine extracellulaire et elles vont ainsi maintenir liées les deux membranes plasmiques adjacentes par un mécanisme qui dépend des ions calcium. Les cadérines des desmosomes sont les desmogléines et les desmocolines. Les parties intracellulaires de ces cadérines sont fixées sur la placoglobine, elle-même connectée à la desmoplaquine, laquelle est fixée, nous l'avons vu, au filament intermédiaire. Ainsi, la liaison des deux plaques denses par l'intermédiaire de cadérines permet d'établir un lien solide entre les réseaux de filaments intermédiaires des deux cellules adjacentes. Sur ce schéma est représentée en gris la membrane plasmique présente du côté basal d'une cellule épithéliale et cette membrane sépare, comme nous l'avons vu, le cytoplasme ici en haut et la lame basale ici en bas, lame basale qui est constituée notamment par la laminine mais aussi par du collagène. Le collagène qui est représenté ici, c'est du collagène de type 17. Certains épithéliums adhèrent fermement à la lame basale par des éléments qu'on appelle les hémidesmosomes et dont l'organisation structurale est représentée par ce schéma. Les hémidesmosomes ressemblent morphologiquement aux desmosomes. Ils constituent aussi un point de liaison aux filaments intermédiaires et ils agissent aussi comme des rivets pour distribuer les forces à travers l'épithélium. Cependant, au lieu de joindre deux cellules épithéliales adjacentes, comme le font les desmosomes, les hémidesmosomes connectent la surface basale d'une cellule épithéliale à la lame basale sous-jacente. L'hémidesmosome comprend une plaque dense cytoplasmique qui est représentée ici en gris.
Les protéines transmembranaires d'adhésion ne sont plus ici des cadérines, mais ce sont des intégrines qui sont représentées ici en rouge. Les intégrines sont des protéines membranaires constituées par deux sous-unités, une sous-unité alpha et une sous-unité bêta, et elles constituent des récepteurs membranaires de protéines des matrices extracellulaires. Et les intégrines de l'hémidesmosome se fixent côté extracellulaire à la laminine de la lame basale. Ces intégrines sont également liées, mais cette fois du côté intracellulaire, au filament intermédiaire de cytokératine par l'intermédiaire d'une protéine d'ancrage présente dans la plaque dense, cette protéine étant la plectine. Dans le cas de la zonula-adhérence, la protéine transmembranaire d'adhésion est aussi une cadérine, exactement comme dans les desmosomes. Mais les cadérines des zonula-adhérens sont des cadérines de type E, E pour épithélial. Et exactement comme dans le desmosome, on va retrouver ici des interactions homophiles entre cadérines, ici entre cadérines de type E, par un mécanisme nécessitant des ions calcium. Mais ici, la partie intracellulaire de la E-cadérine se fixe sur des protéines d'ancrage qui les connectent non pas au filament intermédiaire, comme dans les desmosomes ou les hémidesmosomes, mais qui vont permettre une connexion au microfilament d'actine. Et ces protéines d'ancrage qui connectent les E-cadérines au filament d'actine incluent notamment les caténines, qui sont ici les caténines alpha et les caténines bêta. Les zonula-adhérens connectés au cytosquelette forment une ceinture d'adhérence qui va renforcer l'intégrité tissulaire. Ce tableau résume les rôles des trois types de jonctions que nous avons abordés dans cette question 10. La macula-adhérence, appelée aussi desmosome, réunit les filaments intermédiaires d'une cellule au filament intermédiaire de la cellule voisine. Le desmosome constitue une sorte de rivet, de bouton pression permettant de clouer, de fixer ensemble deux cellules voisines et d'assurer entre elles un véritable couplage mécanique. L'hémidesmosome, sorte de moitié de desmosome, permet d'ancrer les filaments intermédiaires d'une cellule à la lame basale qui soutient cette cellule. Les hémidesmosomes agissent aussi comme des rivets, comme des boutons pression, mais ici non pas entre deux cellules voisines, mais entre une cellule et sa lame basale. La zonula-adhérence réunit un faisceau de filaments d'actine d'une cellule à un autre faisceau de filaments d'actine d'une cellule voisine. La zonula-adhérence forme, nous l'avons vu, une ceinture d'adhérence dans le feuillet épithélial et cette ceinture renforce l'intégrité tissulaire. Cette troisième vidéo d'exploitation de documents de biologie arrive à son terme et j'espère qu'elle vous aura aidé à réviser les éléments de surface de la cellule eucaryote et notamment de la cellule épithéliale. Dans la prochaine vidéo, nous poursuivrons l'exploitation de ce même dessin dans le but d'aborder la structure et la fonction de constituants présents à l'intérieur du cytoplasme de la cellule eucaryote. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo et merci à vous tous, vous qui êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour ma chaîne et à consulter régulièrement mes vidéos de biologie.